En 1981, 4 jeunes membres d'un groupe de rock californien ont disparu lors d'un vol en jet privé. Leur avion a disparu des radars sans laisser de traces. Pendant 19 ans, les musiciens sont restés portés disparus, leur sort demeurant un mystère complet qui a dérouté les enquêteurs. Mais une expédition navale en haute mer a alors remonté quelque chose de bouleversant des profondeurs de l'océan. Une découverte qui allait révéler une sombre vérité à laquelle personne n'était préparé. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en dentelle du modeste salon de Dellen Hayes, à Crescent Harbor, projetant de délicats motifs sur les pages usées de son livre. À 63 ans, Dellen avait appris à trouver la paix dans des moments simples comme celui-ci. Ses lunettes de lecture perchées sur le nez, tandis qu'elle se perdait dans le confort familier d'un roman bien aimé. La petite ville côtière du nord de la Californie avait été son refuge pendant près de 2 décennies, depuis ce terrible jour de 1981, quand son fils de 20 ans, chanteur du groupe Crimson Fireline, avait disparu. La sonnerie stridente du téléphone de la cuisine brisa la tranquillité. Dellen soupira, marquant soigneusement sa page avant de se lever de son fauteuil. Ses articulations protestèrent légèrement, tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine, le linoléum frais sous ses pieds chaussés de pantoufles. « Allô ?» répondit-elle, s'attendant peut-être à un démarcheur téléphonique ou à un numéro erroné. « Madame Hayes ?» La voix était formelle, officielle. « C'est le lieutenant-commandant Jackson de la marine américaine. Je vous appelle avec le département de police de Crescent Harbor concernant votre fils, Zane Hayes. » Dellen retint son souffle. Après 19 ans, elle avait cessé d'attendre ses appels. De quoi s'agit-il? « Madame, nous avons récupéré ce que nous pensons être le jet privé dans lequel votre fils et son groupe se trouvaient quand ils ont disparu. Nous avons besoin que vous veniez à la base navale de Port Halston. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Dellen agrippa le comptoir de la cuisine, les jointures blanc-batture blanchies. « Je n'ai pas de temps à perdre avec des plaisanteries, » dit-elle sèchement. « Mon fils a disparu il y a 19 ans dans un accident d'avion. Je ne crois pas qu'il soit encore en vie et je ne veux pas que ma tranquillité soit perturbée. » Elle raccrocha brutalement avant que l'homme ne puisse répondre, les mains tremblantes. Le chagrin qu'elle avait tant travaillé à réprimer menaçait maintenant de refaire surface. Elle n'avait pas seulement perdu Zane. Peu après, son mari Malcolm avait été interné dans un établissement psychiatrique. Bien qu'il ait été déclaré normal et libéré 5 ans plus tard, revenant à une vie calme et isolée, il était resté distant avec Dellen et s'était retiré du reste de la communauté pour mener une vie tranquille. Le stress causé par la disparition de leur fils l'avait complètement changé. Dellen retourna à son fauteuil, mais les mots sur la page se brouillaient. Elle ne pouvait plus se concentrer. Le téléphone sonna à nouveau, insistant. Elle le laissa sonner 4 fois, 5, 6. Finalement, agacée par cette persistance, elle répondit. « Madame Hayes, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. » Cette fois, c'était une voix féminine, calme et professionnelle. « Je suis l'agent du FBI, Dana Truitt. Je comprends que c'est difficile à croire, mais nous avons effectivement récupéré l'appareil. La marine ne vous faisait pas une blague, madame. Nous avons besoin de vous à la base. » Dellen sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je pensais, je viendrai. »« Merci, madame Hayes. Avez-vous besoin d'un transport? »« Non, je me débrouillerai. » Dellen raccrocha et se prépara mécaniquement. Elle choisit une simple robe bleu marine et des chaussures confortables, ses mouvements automatiques. En sortant de chez elle vers la gare, une voiture familière s'arrêta. La fenêtre s'abaissa, révélant les visages marqués par le temps de Patricia et Donald Maddox. « Dellen,
La voix de Patricia était empreinte d'émotion. « Vous allez aussi à la base navale de Port Halston ?» Dellen acquiesça, incapable de parler. Elle les reconnut immédiatement malgré les années. Les parents de Tran, le bassiste de Crimson Fireline. « Venez avec nous », proposa Donald, ouvrant la portière arrière. Dellen accepta avec gratitude, s'installant sur le siège en cuir. Patricia se tourna pour lui faire face. Les Klein sont aussi en route, la tante et l'oncle de Derek. Ses parents sont décédés il y a 2 ans. Et les Moreno, les cousins de Ricky, seront là. Ses parents sont déjà morts de vieillesse. Le trajet dura quelques heures, rempli d'un silence tendu, ponctué par les reniflements occasionnels de Patricia. Dellen regardait par la fenêtre, observant le littoral californien défiler. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la base navale de Port Halston, la sécurité était impressionnante. Personnel de la marine, agents du FBI, police locale, équipe médico-légale et ce qui semblait être des scientifiques d'expédition. L'agent Dana Truitt les accueillit à l'entrée, son badge brillant. Elle était plus jeune que Dellen ne l'avait imaginé, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. « Merci à tous d'être venus. Je sais que c'est difficile. » Elle les conduisit à travers la base jusqu'à un terrain ouvert. Dellen eut le souffle coupé lorsqu'elle le vit. Exactement le même avion que sur les photos de Malcolm. Son mari avait pris des clichés avec leur appareil photo à pellicule avant le décollage du groupe, voulant immortaliser ce qu'il avait appelé leur « carrière d'étoiles filantes ». Il avait développé ces photos pour des souvenirs et comme preuve pour la police. Maintenant, l'avion se trouvait devant eux, un fantôme du passé. La rouille striait son fuselage autrefois blanc. Des algues pendaient des ailes comme des linceuls de deuil. Les bandes rouges, jadis si vibrantes, étaient maintenant décolorées en brun. Le docteur Martinez, le scientifique en chef de l'expédition, s'avança. Nous étions en expédition écologique en haute mer avec la NOAA, explorant des sources hydrothermales. Notre sonar a détecté des réflexions métalliques inhabituelles. Quand notre caméra submersible a confirmé qu'il s'agissait d'un aéronef à 12 000 pieds de profondeur, nous avons immédiatement contacté les autorités. Il désigna l'avion. Ethel, la marine et le FBI ont collaboré pour le récupérer en utilisant une grue marine à usage intensif de notre navire de recherche. Les parois étaient étonnamment intactes, portes scellées, fenêtres fissurées vers l'intérieur. C'est remarquable comme la carlingue est bien préservée. Les yeux de Dellen découvrirent plusieurs sacs mortuaires, disposés respectueusement sur des bâches près de l'avion. Son cœur se serra. « Est-ce que... » L'agent Truitt acquiesça gravement. « C'est pourquoi nous avons besoin de vous ici, pour l'identification. » Le docteur Martinez ajouta, « À des profondeurs extrêmes, avec peu d'oxygène, des températures froides et peu de perturbations, les corps se décomposent beaucoup plus lentement. Il est plausible qu'ils soient encore identifiables après 19 ans sous l'eau. » Patricia Maddox s'accrocha au bras de son mari. « S'il vous plaît, nous devons voir. » Les officiels échangèrent des regards avant d'ouvrir soigneusement le premier sac. Le hurlement de Patricia perça l'air. « Tran, mon bébé !» Même après 19 ans, le pantalon léopard rouge était reconnaissable entre tous. Tran Maddox, le bassiste qui s'habillait toujours avec extravagance, fut identifié immédiatement. Le deuxième sac révéla Derek Klein, son gilet en cuir et sa boucle de ceinture distinctive confirmant son identité. Sa tante et son oncle s'effondrèrent l'un contre l'autre, sanglotant. Les sacs restants contenaient des hommes qu'aucun d'eux ne reconnaissait, ni le pilote, ni les hôtesses de l'air. Ils étaient vêtus de costumes coûteux, maintenant détériorés, mais suggérant encore la richesse.
Les garçons devaient rencontrer un label et un producteur international, dit Dellen doucement. Un distributeur. Ces hommes pourraient en faire partie de leur entreprise. Mon mari était le manager du groupe, mais il partageait rarement les détails avec moi à l'époque. Mais je crois qu'il avait tout partagé avec la police. L'officier Rodriguez, qui avait traité l'affaire initiale de personnes disparues, confirma son récit. Malcolm Hayes est devenu violent et a été diagnostiqué avec une maladie mentale aiguë peu après la disparition. Il a été libéré 5 ans plus tard et est retourné à une vie d'isolement. Nous avons essayé de le contacter, mais il a refusé de venir. L'équipe médico-légale intervint, photographiant et examinant. Un technicien leva brusquement les yeux. Blessure par balle. Toutes les victimes montrent des traces de tir. L'expression de l'agent Truitt se durcit. Alors, quelque chose de très grave s'est passé en l'air. Ils ont probablement été tués sur le coup. L'absence du pilote suggère que l'avion a été mis en pilote automatique et qu'il a sauté en parachute. Dellen sentit une étincelle d'espoir désespéré. Les corps de Zane et Ricky ne sont pas ici. Peut-être y a-t-il une chance qu'ils soient encore en vie? C'est possible, concéda l'agent Truitt. Personne ne les a vus, mais nous transformons cette affaire de personnes disparues en enquête criminelle. La presse arriva comme des vautours, caméras et micros tendus. Une journaliste se positionna devant l'avion, parlant rapidement à sa caméra. Crimson Fireline, Zane Hayes au chant, Trent Maddox à la basse, Derek Klein à la guitare rythmique et coécriture, Ricky Moreno à la guitare solo. Beaucoup de locaux se souviennent de leurs petits combos tutti concerts dans les bars. Ils commençaient à connaître le succès en vendant leur musique quand ils ont disparu. Les familles furent interviewées, une par une. Quand vint le tour de Dellen, elle se tint devant les caméras, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. « J'avais perdu tout espoir, admit-elle. Mais avec ces nouvelles preuves, je prie pour que la police trouve quelque chose de plus sur mon fils. » Elle regarda directement la caméra. « Zane, si tu regardes ceci, s'il te plaît, reviens vers moi. Rentre à la maison. » Les autres familles continuèrent à pleurer publiquement. Mais Dellen ne le pouvait pas. Elle avait appris à enfermer ses émotions. Quand les interviews se terminèrent, un policier s'approcha. « Madame Hayes, pouvons-nous vous raccompagner chez vous? » Elle acquiesça avec gratitude. En marchant vers la voiture de patrouille, elle aperçut l'avion une dernière fois. 19 ans, il avait reposé dans les profondeurs de l'océan, gardant ses terribles secrets. Maintenant, ces secrets refaisaient surface, et Dellen n'était pas sûre d'être prête pour ce qu'il pourrait révéler. Le trajet du retour fut silencieux. Le jeune officier semblait comprendre qu'elle avait besoin de calme. Quand ils arrivèrent chez elle, il l'accompagna jusqu'à la porte. « Madame, si vous avez besoin de quoi que ce soit... »« Merci, » dit doucement Dellen. Elle attendit que sa voiture de patrouille disparaisse au coin de la rue, avant d'entrer chez elle. Dans son couloir, Dellen s'adossa à la porte fermée et laissa enfin prise. Les larmes vinrent en grands sanglots déchirants. 19 ans de chagrin se déversaient dans la sécurité de sa propre maison. Elle glissa jusqu'au sol, sa robe bleu marine s'étalant autour d'elle, et pleura pour son fils perdu, pour les garçons qui étaient morts, pour toutes ces années d'incertitude. Après ce qui semblait des heures, mais qui étaient probablement 20 minutes, Dellen se ressaisit. Elle utilisa le mur pour se relever, ses genoux protestants, et se dirigea vers le petit bureau où se trouvait son vieil ordinateur. La machine s'alluma lentement, et elle navigua vers son ancien forum Usenet. Elle n'avait pas posté depuis près d'une décennie. Le groupe de soutien pour les familles de personnes disparues avait été sa bouée de sauvetage dans les premières années. Mais finalement, elle avait arrêté, incapable de supporter le cycle constant d'espoir et de déception. Maintenant,
Ses doigts tremblaient en tapant. Ils ont trouvé l'avion. Après 19 ans, la marine l'a remonté de l'océan. 2 des garçons étaient à l'intérieur, abattus. Mon zen n'y était pas. Je ne sais pas quoi penser. Les réponses arrivèrent rapidement. Certains offrirent des prières et des encouragements. D'autres, peut-être plus réalistes, après des années d'espoir déçus, la mettaient en garde doucement de ne pas trop espérer. Un message disait « Dylan, après 19 ans, s'il vous plaît, protégez votre cœur. » Elle perdit la notion du temps à lire et à répondre, les noms d'utilisateurs familiers ramenant des souvenirs. Quand elle jeta finalement un coup d'œil à l'horloge, la panique la traversa. Son rendez-vous chez le médecin était dans 45 minutes, et le trajet en bus prenait 30 minutes. Dylan voulait aussi rendre visite à Malcolm chez lui. Il méritait de savoir pour l'avion, malgré leur relation tendue. Elle saisit son sac à main et se dépêcha de sortir, marchant aussi vite que ses jambes vieillissantes le lui permettaient. Le bus partait juste au moment où elle atteignait l'arrêt. Elle agita frénétiquement la main, mais le chauffeur ne la vit pas. Frustrée, elle vérifia l'horaire. 40 minutes jusqu'au prochain. Un homme se tenait à l'extrémité de l'abribus, gardant ses distances, mais l'observant attentivement. Il avait peut-être 50 ans, portant une veste défraîchie et un jean. Quelque chose dans son regard la mettait profondément mal à l'aise. « Belle journée », proposa Dylan, tentant de dissiper la tension. L'homme ne sourit pas. Ses yeux étaient froids, presque hostiles. « Je vous ai vu aux informations ce matin, » dit-il platement. « Votre fils, je pensais qu'il serait mort maintenant, probablement en train de couler au fond de quelque fosse. » Dylan recula. « Quel était votre problème? » Un autre bus approchait, pas le sien. L'homme monta à bord sans dire un mot de plus. À travers la fenêtre, il continua à la fixer, son expression illisible, mais quelque peu menaçante. Dylan essaya de calmer son cœur qui battait la chamade. « Certaines personnes sont juste cruelles, » se dit-elle. Elles ne peuvent pas comprendre la douleur de perdre un être cher. Elle vérifia sa montre. 30 minutes à tuer. La cabine téléphonique à l'extérieur du supermarché local était à 3 pâtés de maison. Elle pourrait appeler son mari, le tenir informé des nouvelles. La marche l'aiderait à clarifier son esprit. Le supermarché était animé, les clients entrant et sortant avec leurs courses. Dylan localisa la cabine téléphonique et composa le numéro familier de son mari. Elle lui raconta tout. Malcolm refusa d'abord de reconnaître quoi que ce soit concernant l'avion retrouvé. Mais Dylan le persuada finalement d'écouter. « Je serai là à 3 heures, » lui assura-t-elle, juste après mon rendez-vous chez le médecin. Elle raccrocha et se retourna pour partir. Son sang se glaça. Le même homme de l'arrêt de bus se tenait directement derrière elle, apparut silencieusement. « Quoi ?» dit-il grossièrement quand elle sursauta. Dylan ne répondit pas. Elle s'éloigna rapidement, ses chaussures sensées claquant sur le trottoir. Elle jeta des regards nerveux par-dessus son épaule. L'homme avait pris le combiné de la cabine téléphonique, mais ses yeux la suivaient pendant qu'elle marchait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas une coïncidence. Dylan accéléra le pas, soudain très consciente de sa vulnérabilité, une femme de 63 ans seule dans la rue. Les boutiques familières de Crescent Harbor semblaient soudain moins réconfortantes. Elle devait aller quelque part en sécurité, quelque part avec des gens. Dylan poussa les portes automatiques du supermarché, se sentant immédiatement plus en sécurité parmi les clients du week-end. Les sons familiers, des roues de chariot qui grincent et des scanners de caissiers qui bipent l'aidèrent à calmer ses nerfs. Elle remarqua un panneau d'arrêt de bus à travers la fenêtre près de l'entrée du supermarché, plus proche que de retourner à l'arrêt initial.
Le magasin était bien approvisionné, avec des présentoirs de produits d'eau frais et des allées d'épicerie occupant le premier étage. Delaine y avait souvent fait ses courses au fil des ans, trouvant du réconfort dans la routine. L'escalator menant au deuxième étage ronronnait doucement. Elle s'agrippa à la rampe et monta, pensant à Malcolm. Il avait toujours aimé les magazines National Geographic, même dans son état actuel. Les photos semblaient l'apaiser. Le deuxième étage s'ouvrait sur la section électronique. Des rangées de téléviseurs CRT volumineux affichèrent la même image, son propre visage, parlant aux journalistes quelques heures auparavant. Les nouvelles avaient déjà repris l'histoire. Elle s'arrêta, fascinée par la vision surréaliste d'elle-même multipliée sur 20 écrans. Demandant à son fils de rentrer à la maison après 19 ans, disait la journaliste. Les images montraient l'avion récupéré, sa coque couverte de rouille, des gouttes d'eau de mer ruisselant. Une femme avec un panier s'arrêta à côté d'elle. « Oh mon Dieu, c'est vous, n'est-ce pas? Vous êtes la mère. » Avant que Delaine ne puisse répondre, d'autres commencèrent à se rassembler. Un homme toucha doucement son épaule. « Je suis tellement désolé pour votre perte, ma chère. » « Mon neveu adorait Crimson Fireline, » dit une femme plus jeune. Il jouait au bar de Mickey tous les jeudis. La foule se rapprocha, les voix se chevauchant avec des questions et des condoléances. Delaine sentit sa poitrine se serrer, submergée par l'attention soudaine. Elle essaya de reculer, mais se retrouva encerclée. « S'il vous plaît, donnez de l'espace à cette dame, » ordonna une voix ferme. Delaine leva les yeux avec espoir, s'attendant à la sécurité du magasin. Au lieu de cela, l'homme de l'arrêt de bus se frayait un chemin à travers la foule. Avant qu'elle ne puisse protester, il saisit son poignet et l'entraîna. Sa prise était forte comme du fer, malgré ses tentatives de résistance. « Que faites-vous » haleta-t-elle. Il ne répondit pas, la dirigeant vers une cage d'escalier de secours. La porte était marquée « Personnel autorisé uniquement », mais était légèrement entr'ouverte. Il l'ouvrit et la tira à l'intérieur. La cage d'escalier était faiblement éclairée, les murs en béton faisant écho à leurs pas. Delaine libéra sa main d'un coup sec. « Pourquoi me suivez-vous » L'expression de l'homme était froide, professionnelle. « Je ne suis pas votre sauveur, madame. Je suis ici pour vous surveiller et vous délivrer un message. » Il s'approcha, et Delaine recula contre le mur. « Attends, si vous parlez de ceci à qui que ce soit, police, FBI, n'importe qui, ce sera la fin de tout. » D'un mouvement rapide, il l'attira près de lui et pressa quelque chose de dur contre son ventre. Delaine baissa les yeux et vit le métal noir d'un pistolet. La terreur l'envahit. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle, « si vous savez où est mon fils, s'il est vivant. Vous parlez, vous pouvez dire adieu à cette chance, » siffla-t-il. « Mieux vaut vous noyer dans l'océan avant qu'il ne vous trouve. L'homme qui m'a envoyé n'est pas clément. » L'esprit de Delaine s'emballait. « Comment puis-je savoir que vous savez vraiment quelque chose sur Zane? » L'homme l'étudia, puis parla doucement. « La fille du gardien du phare attend au bord de la mer, comptant les étoiles tombées auparavant. » Le sang de Delaine se glaça. C'étaient les paroles d'une chanson que Zane écrivait juste avant sa disparition. Il ne l'avait jamais terminée, jamais interprétée. Seule elle avait entendu ces mots, tard, un soir, quand il avait joué la mélodie sur sa guitare acoustique. « Nous savons tout », continua l'homme. « Vous rendez-vous chez le médecin toutes les 2 semaines, vos courses le mardi. Votre mari a son set de pilules. Nous vous surveillons depuis des années. » « Mon fils est vraiment en vie ?» La voix de Delaine se brisa. L'homme recula, rangeant son arme. « Gardez votre bouche fermée. Nous reparlerons. »
Mais si vous êtes imprudente, si vous soufflez un mot de ceci à qui que ce soit, je n'hésiterai pas. De mauvaises choses vous arriveront, à vous et à votre garçon. Il se tourna et descendit les escaliers, ses pas résonnant jusqu'à ce qu'ils s'estompent. Dellen resta figée, puis s'effondra contre le mur. Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'elle tremblait violemment. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne lâche. La porte de secours s'ouvrit soudainement. Un jeune employé du magasin jeta un coup d'œil, l'inquiétude gravée sur son visage. « Madame, ça va? Vous ne devriez pas être ici. Voulez-vous que j'appelle un médecin? » Dellen se força à se tenir plus droite. « Non, ça va. J'avais juste besoin d'un moment. » La reconnaissance s'alluma dans ses yeux. « Vous êtes la dame des informations. Je suis tellement désolé pour votre fils. »« Merci. » réussit à dire Dellen le dépassant. Elle avait complètement oublié le magazine National Geographic. Tout ce qui importait maintenant était de s'éloigner. Elle trouva l'escalator et descendit rapidement, s'agrippant à la rampe avec des jointures blanches. La sortie du supermarché semblait à des kilomètres. À travers les portes vitrées, elle aperçut son bus qui approchait. Dellen sortit en trombe et courut à moitié, trébuchant à moitié vers l'arrêt. Les portes étaient déjà fermées, mais le chauffeur, un homme au visage bienveillant qui semblait avoir la soixantaine avancée, rouvrit les portes. « Prenez votre temps, ma chère. » Dellen monta à bord, cherchant maladroitement son passe de bus avec des mains tremblantes. « Merci, infiniment. » Elle se dirigea vers la zone de siège réservée aux personnes âgées et s'effondra sur un siège. Alors que le bus s'éloignait, elle jeta un regard en arrière vers le supermarché. Aucun signe de l'homme, mais ces mots résonnaient dans son esprit. « Nous vous surveillons depuis des années. » Si Zane était vraiment en vie, qu'était-il devenu? Qui était cet homme, et quel prix devrait-elle payer pour le revoir? Dellen descendit du bus au complexe hospitalier, ses jambes encore tremblantes après la rencontre au supermarché. Le bâtiment médical, familier, se dressait devant elle, ses murs beiges et ses fenêtres teintées, témoignant d'années de visites routinières. Elle s'enregistra à la réception, passa par les vérifications habituelles de tension artérielle et s'assit dans la salle d'attente jusqu'à ce que son nom soit appelé. Le docteur Peterson était efficace comme toujours, examinant ses médicaments pour le cœur et rédigeant de nouvelles ordonnances. Dellen entendait à peine ses rappels sur l'évitement du stress. Son esprit revenait sans cesse à la menace de l'homme et à ses paroles de chansons impossibles. Quand elle sortit finalement de la consultation, sac d'ordonnances en main, le soleil de l'après-midi déclinait déjà. Elle se tenait à l'arrêt de bus devant l'hôpital, déchirée. L'homme l'avait explicitement averti de ne parler à personne, mais Malcolm méritait de savoir pour l'avion. Il était toujours son mari. Malgré tout, elle ne pouvait pas simplement l'abandonner. Un coup de klaxon interrompit ses pensées. De l'autre côté de la rue, une berline sombre était au ralenti. L'homme de tout à l'heure était au volant, lui faisant signe d'approcher d'un hochement de tête brusque. L'estomac de Dellen se noua. Elle envisagea de retourner en courant dans l'hôpital, mais ses paroles antérieures résonnaient. « De mauvaises choses arriveront à vous et à votre garçon. » Elle traversa lentement la route, chaque pas semblant une trahison de son meilleur jugement. L'homme baissa sa vitre. « Montez à l'arrière, » ordonna-t-il. Dellen hésita. « Je ne sais même pas qui vous êtes. »« Si, à l'arrière, maintenant. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Contre tout instinct, Dellen ouvrit la portière arrière et se glissa à l'intérieur. Les verrous cliquèrent immédiatement. « Je sais que vous prévoyez de rendre visite à votre mari. Vous attendez le bus pour aller par là. Pas pour rentrer chez vous, » dit l'homme, s'engageant dans la circulation.
Je ne peux pas laisser cela se produire. Je ne dirai rien sur vous, protesta Delaine. J'ai juste besoin de lui parler de l'avion. Il a le droit de savoir. Non, vous ne pouvez pas. Mettez ceci. Il jeta une paire de menottes sur le siège arrière. Delaine les regarda avec incrédulité. Non, je ne vous connais pas. Je ne vous fais pas confiance. J'aurais dû appeler la police. Maintenant, vous testez ma patience. D'un mouvement fluide, l'homme se retourna et saisit ses poignets, claquant les menottes malgré ses luttes. Faites un bruit, et je vous tue ici même. La terreur paralysa Delaine, tandis qu'il reprenait la conduite. Il laissa Crescent Harbor derrière eux, les rues familières cédant la place à l'autoroute, puis à des routes étroites bordées de pins imposants. Après ce qui semblait des heures, mais était probablement 40 minutes, il tourna sur une piste de terre, à peine assez large pour la voiture. Une cabane apparut à travers les arbres, petite, isolée, fenêtre sombre. L'homme se gara et la tira dehors, sa prise ferme sur son bras. À l'intérieur, la cabane sentait le moisi et la vieille fumée. Mobilier spartiate, une cheminée en pierre, peu d'autre chose. « Pourquoi faites-vous cela ?» exigea Delaine. « La police me cherchera. Quand je ne me présenterai pas, ils chercheront. Vous ne pouvez pas me garder ici pour toujours. Je le peux, et je le ferai. Maintenant, vous devez vous taire, pour votre propre bien. » Il sortit un rouleau de ruban adhésif noir et l'enroula autour de sa bouche malgré ses protestations étouffées. Il sortit, allumant une cigarette et prenant un téléphone portable. Par la fenêtre, Delaine le regarda faire les 100 pas tout en parlant. Quand il remarqua qu'elle le regardait, il s'éloigna davantage, hors de portée d'oreille. Delaine testa les menottes, mais elles étaient de qualité professionnelle, impossibles à glisser pour ses mains arthritiques. La panique monta dans sa gorge. Elle avait 63 ans, avec une maladie cardiaque, kidnappée par un inconnu qui prétendait connaître son fils disparu. L'homme revint, écrasant sa cigarette sous sa botte. Il se dirigea vers le mur du fond et appuya sur ce qui semblait être un panneau de bois ordinaire. Une section pivota vers l'intérieur, révélant un compartiment caché. Il en sortit plusieurs petits paquets enveloppés de plastique, chacun contenant une poudre blanche. Les yeux de Delaine s'écarquillèrent. Elle savait exactement ce que c'était. Il arracha le ruban de sa bouche. Elle haleta. « Qu'est-ce que c'est? Vous devez avaler ceci. Ce sont des drogues. » Delaine secoua violemment la tête. « Non, je ne le ferai pas. Tuez-moi si vous le devez, mais je ne ferai pas ça. Pourquoi me faites-vous cela? Je ne suis qu'une vieille femme en deuil qui mourra bientôt de toute façon. » L'homme posa les paquets sur la table. « Mon nom est Edric Canvo. J'ai des affaires avec votre fils. Si vous voulez le revoir un jour, vous ferez exactement ce que je dis. »« S'il vous plaît, » supplia Delaine. « J'ai une maladie cardiaque. Cela pourrait me tuer. Si vous êtes un tant soit peu un homme décent, hein, il doit y avoir une autre façon. » Edric sortit son pistolet, le pressant contre sa tempe. « Je ne suis pas un homme bon. Vous avalez ces paquets ou je tire. 3 secondes. 1. S'il vous plaît. 2. » Avec des mains tremblantes, Delaine prit l'un des paquets. Il était petit, étroitement enveloppé. Elle le plaça sur sa langue et se força à l'avaler. Puis un autre, et encore un autre. 4 au total. Bien. Edric baissa le pistolet et sortit un flacon de pilules. Prenez celles-ci. Elles aideront à maintenir les paquets intacts à l'intérieur de vous. Delaine avala les pilules à sec, les larmes coulant sur son visage. Ne posez pas de questions, dit Edric. C'est mieux pour tout le monde, surtout pour vous, si vous n'en savez pas trop. Cela ne vous tuera pas. Vous n'êtes qu'un moyen de transport. Il remit les menottes et l'attacha à une chaise en bois avec une corde rugueuse.
Quelqu'un viendra vous chercher bientôt. Restez tranquille, et vous reverrez votre garçon. » Dellen resta assise, ligotée dans la cabane obscure, des paquets de drogue reposant comme du plomb dans son estomac, se demandant ce que son fils était devenu pour que ce cauchemar soit le chemin vers lui. Quelques instants passèrent dans la cabane sombre. Dellen sentit le médicament faire effet, une lourde somnolence l'envahissant. Ses pensées devinrent lentes, déconnectées. Elle priait pour que ce soit juste les pilules qu'Edric lui avait données, pas les paquets eux-mêmes qui laissèrent échapper leur contenu dans son système. La pièce commença à se brouiller sur les bords. Elle se sentait légère, comme si elle flottait au-dessus de la chaise. Le temps perdit tout sens. Était-ce des minutes ou des heures avant qu'elle n'entende le grondement d'un véhicule qui approchait? À travers sa brume, elle vit des phares balayer la fenêtre. Un gros camion, dont les contours tourbillonnaient dans sa vision droguée. Le visage d'Edric apparut devant elle, s'estompant comme de l'eau. Il est temps de partir. Sa voix semblait résonner de loin. Elle sentit ses mains déverrouiller les menottes, détacher la corde. Ses jambes la soutenaient à peine alors qu'il la tirait debout. Le monde s'inclinait et oscillait à chaque pas vers la porte. Dehors, l'air nocturne frappa son visage comme de la squamelendoue froide. Des hommes se tenaient près du camion, cheveux noirs, parlant rapidement en espagnol. Ils semblaient mexicains, leur visage dur et buriné. L'un d'eux la saisit brutalement, la poussant vers l'arrière du véhicule. « À l'intérieur, vieja », grogna-t-il. L'espace de chargement du camion était plus grand qu'elle ne l'avait prévu, mais l'homme ne la laissa pas dans l'espace principal. Il appuya sur ce qui semblait être la paroi intérieure, et une section pivota vers l'intérieur, un compartiment caché. « Entrez, reste silencieuse. » Dellen se baissa à travers l'ouverture. Ses yeux drogués s'adaptèrent lentement à l'obscurité. Les formes devinrent des personnes, des femmes, toutes jeunes. Certaines semblaient à peine avoir 18 ans. Elles étaient assises, pressées contre les murs, silencieuses et le regard vide. Elle était la seule à avoir plus de 30 ans, et encore moins plus de 60. La réalisation la frappa, même à travers le brouillard de la médication. Elle avait vu cela dans des films, lu à ce sujet dans les journaux. Trafic d'êtres humains, trafic de drogue. Elle en faisait maintenant partie, volontairement ou non. La porte secrète se referma, les plongeant dans l'obscurité totale. Le moteur du camion rugit, et ils commencèrent à bouger. Dellen trouva une place contre le mur et s'assit, les genoux repliés. Le temps perdit tout sens dans l'obscurité. Le camion s'arrêtait occasionnellement. Elle pouvait entendre des voix étouffées. Parfois, la porte principale de chargement s'ouvrait, mais leur compartiment caché restait scellé. Les femmes plus jeunes restaient assez silencieuses, clairement habituées à cette horrible routine. Dellen s'endormait par intermittence, se réveillant quand le camion heurtait des bosses. Progressivement, les effets du médicament commencèrent à s'estomper. Son esprit s'éclaircit, apportant avec lui toute l'horreur de sa situation. Elle était passée en contrebande, à travers des frontières inconnues, avec de la drogue à l'intérieur de son corps, entourée de femmes victimes de trafic. Après ce qui semblait des jours, mais était probablement plusieurs heures, le camion s'arrêta enfin pour de bon. Des voix différentes maintenant, dures, gutturales, parlant un anglais accentué, et ce qui semblait être du russe. Le panneau secret s'ouvrit. Des lumières vives inondèrent de l'espace, faisant plisser les yeux à tout le monde. Un homme massif se tenait silhouetté dans l'ouverture. Dehors, tous bougeaient. Elles trébuchèrent dans ce qui semblait être un entrepôt. Sol en béton, poutres métalliques, l'odeur d'huile de moteur et quelque chose d'autre, quelque chose de chimique.
Plus d'hommes attendaient, tous avec des traits slaves, tous armés. Elles furent conduites dans une pièce latérale et reçurent l'ordre de former une ligne. À côté se trouvait une pièce plus petite, marquée d'un avertissement de radiation. Les jambes de Delenn tremblaient, en partie à cause du long confinement, en partie à cause de l'effroi de regarder, une par une, les femmes être appelées. Chaque fois, le faible bourdonnement de la machine à rayons X résonnait de façon inquiétante. Quand son tour vint, elle suivit l'homme qui la poussa en avant et lui aboya de se presser contre le mur métallique froid. Quelques instants plus tard, un autre homme entra. Le côté gauche de son visage était grotesquement défiguré, écrasé et mal cicatrisé, formant un rictus permanent. Il portait un plateau de petites tasses remplies de liquide. « Buvez », ordonna-t-il, pour évacuer les paquets. Les femmes les plus jeunes s'exécutèrent immédiatement. Delenn hésita, sa main tremblante en tendant le bras vers une tasse. L'homme au visage brisé le remarqua et l'étudia avec dégoût. « Pourquoi il nous envoie de vieilles femmes ?» demanda-t-il à son compagnon en anglais fortement accentué. « Elle peut à peine tenir debout et n'avait que 4 paquets à l'intérieur. »« Ne sais pas, » répondit l'autre. « Faut demander au patron. » L'homme au visage brisé se pencha près de Delenn, son haleine fétide. « Buvez, babouchka, ou je vous fais boire. » Delenn avala le liquide amer. Dans son esprit, elle se maudit d'avoir fait confiance à Edric. Elle aurait dû le laisser lui tirer dessus dans cette cabane. Au moins, ça aurait été rapide. Maintenant, elle était seule, à la merci de ces monstres. « Je prends vieille femme chilin pour Bruno », annonça l'homme au visage brisé. « Il s'occupe d'elle. Peut-être envoyer message au fournisseur. Prochaine fois, pas de mamie décrépite qui ne peut même pas tenir debout. Celle-ci est un produit défectueux. » Les autres femmes regardèrent Hélène avec des yeux vides. Elles avaient en vue trop pour ressentir de la sympathie. L'homme saisit son bras, ses doigts s'enfonçant profondément. Ses muscles minces n'offraient aucune protection. Elle sentait sa prise, broyée contre l'os. « Bougez », ordonna-t-il, la traînant vers la porte. Hélène trébucha, se demandant si elle reverrait un jour la lumière du jour. Si ce voyage cauchemardesque la mènerait vraiment à Zane, ou si elle disparaîtrait simplement comme tant d'autres qui avaient croisé ces hommes. Il sortit de la pièce et traversa une série de corridors, chacun plus sombre que le précédent. La prise de l'homme au visage brisé ne se relâcha jamais sur le bras de Hélène. Finalement, il s'arrêta devant une porte noire, sa peinture s'écaillant comme une peau malade. Il l'ouvrit brusquement, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. La température baissait à chaque marche. En bas, une autre porte noire attendait. L'homme la poussa et propulsa Hélène à l'intérieur. Elle trébucha, manquant de tomber, mais il attrapa à nouveau son bras et la redressa d'un coup sec. La pièce qui l'accueillit était un cauchemar devenu réalité. Mur rouge, sol rouge. Puis elle réalisa avec horreur, quand l'odeur la frappa comme un coup physique. Viande crue et déchets d'humains. La puanteur d'un abattoir mêlée à une fosse septique. Au centre de la pièce, 3 femmes étaient agenouillées en ligne, bandeaux sur les yeux, bâillonnées, mains liées derrière le dos. Elles tremblaient, mais ne faisaient aucun bruit. Un homme se tenait dos à elles, arme levée, visant la tête de la première femme. « Gérald, attends, où est Bruno ?» appela l'homme au visage brisé. « J'ai besoin de lui pour s'occuper de ça. Le fournisseur nous a envoyé une vieille femme pour la taupe. » L'homme appelé Gérald se retourna et le monde de Hélène bascula. Malgré 19 ans, malgré le contexte différent, elle reconnut instantanément ce visage. Ricky Moreno, l'ami de son fils, le guitariste principal de Crimson Fire Line.
Son visage juvénile avait à peine vieilli, toujours juvénile, même maintenant. Leurs yeux se rencontrèrent. La reconnaissance brilla dans les siens, suivie immédiatement par l'alarme. « Je pense, vous êtes... » commença Dellen. Ricky s'éclaircit bruyamment la gorge, la coupant. « Apporte-moi bâillon, bandeau, attache » aboya-t-il à l'homme au visage brisé. Les objets furent produits rapidement. Ricky agit avec une efficacité professionnelle, bâillonnant Dellen d'abord, puis lui bandant les yeux, et finalement attachant ses poignets avec des liens en plastique. Ses mains étaient stables, professionnelles, rien comme le gentil garçon qui jouait de la guitare dans son garage. « Je l'emmène à Bruno », dit Ricky. « Laisse-le s'occuper de ça. » Il pressa le pistolet dans la main de l'homme au visage brisé. « Toi, finis avec ces trois-là. » Même à travers le bandeau, Dellen sentit le plaisir de l'homme. « Da, je finis. » La main de Ricky se referma autour du bras de Dellen, plus douce que celle de l'homme précédent, mais toujours ferme. Il la guida vers ce qu'elle supposait être la porte. Derrière eux, elle entendit des pas, le gémissement étouffé d'une femme. Ils montèrent bas les escaliers, quand le premier coup de feu retentit, puis le deuxième, puis le troisième. 3 exécutions précises. L'estomac de Dellen se souleva, mais le bâillon l'empêchait de vomir. Les larmes imbibèrent le dos, le bandeau. Ricky continuait à la tirer vers le haut, à travers la porte noire, de retour dans le corridor supérieur. Son rythme était rapide, mais pas paniqué. C'était une routine pour lui, réalisa Dellen. L'ami de son fils, le garçon timide qui rougissait quand les filles lui parlaient, était devenu cela. Ils marchèrent en silence dans un autre corridor. Dellen compta ses pas, essayant de maintenir un sens de l'orientation, mais le bandeau rendait tout désorientant. Finalement, Ricky s'arrêta. Elle entendit une porte s'ouvrir, et il la guida à l'intérieur de ce qui semblait être un espace plus petit, un bureau peut-être, loin de l'étage principal de l'entrepôt. L'horreur de ce dont elle avait été témoin, combinée au choc de voir Ricky, affaiblissait ses jambes. Si Ricky était ici, vivant, travaillant pour ces monstres, alors peut-être que Zane l'était aussi. Ils entrèrent dans la pièce, et Gérald s'arrêta. Il frappa à une porte intérieure. 3 coups secs, une pause, puis 2 autres. Dellen entendit des verrous tourner de l'intérieur. La porte s'ouvrit, et elle fut poussée à travers. « Asseyez-vous » commanda Ricky. Dellen s'abaissa prudemment dans ce qui semblait être un fauteuil en cuir, toujours aveuglé et ligoté. Elle entendit la porte se refermer et se verrouiller à nouveau. Puis, des mains étaient à son visage, retirant le bâillon. Elle haleta pour de l'air frais. Les attaches furent coupées ensuite, libérant ses poignets. Finalement, des doigts d'effroi soulevèrent le bandeau. Dellen cligna des yeux dans la lumière fluorescente, et son cœur s'arrêta. Zane s'agenouillait devant elle. Son fils. Après 19 ans, son fils. Les mêmes longs cheveux blonds, bien que maintenant striés de gris prématuré. La même pâleur que les étrangers avaient souvent prise pour de l'albinisme. Les mêmes lèvres pleines et yeux enfoncés, plus âgés, plus durs, mais indéniablement Zane. Zane. La voix de Dellen se brisa. « Est-ce vraiment toi ?» Elle se tourna pour regarder Ricky, confirmant ce qu'elle avait soupçonné. « Tu es Ricky, n'est-ce pas ?»« Edric a tenu sa promesse, » dit Zane doucement. Ricky ricana. « Cet homme n'est pas moins maléfique qu'Alex Sokolov. » Les yeux de Dellen balayèrent le bureau. Une plaque sur le bureau indiquait « Manager ». Son estomac se noua. « Qu'est-il arrivé? Vous travaillez tous les deux pour ces gens? » « Pas le temps d'expliquer, » dit Zane avec urgence. « Et personne ne doit savoir que nous sommes liés. Compris? »
Avant que Dellen ne puisse répondre, le chaos éclata à l'extérieur. Des hommes criant en russe et en anglais, le craquement sec des coupes de feu. Ricky bougea instantanément, jetant le verrou sur la porte du bureau. Zane alla à un classeur, ouvrit brusquement un tiroir et en sortit un pistolet. « Il y a un téléphone », demanda Dellen. Elle le repéra sur le bureau. « Nous devrions appeler la police. Ils nous sauveront. Nous pourrons retourner à nos vies. » « Non, mère. » La voix de Zane était dure. « C'est notre vie maintenant. »« Quoi? » « Les hommes d'Edric prennent pour cet endroit. Il a promis de me réunir avec toi si je prenais son parti. Il nous protégera. » « Non. » Dellen se leva, tendant la main vers le téléphone. « Ça ne doit pas être comme ça. » Zane se plaça entre elle et le bureau, bloquant son chemin. Ses yeux étaient nez froids, méconnaissables. « Tu ne comprends pas. Je ne m'attendais pas à être réuni avec mon fils de cette façon. » Les larmes coulaient sur le visage de Dellen. « Tu n'es pas un criminel. Tu es une victime d'un accident d'avion. Parfois, il y a une mince ligne entre victime et criminel, » répondit Zane. « Nous devons faire ce qu'il faut pour rester en vie. » Des poings lourds martelèrent à la porte. « Bruno !» appela une voix avec un accent russe épais. « Ouvre la porte. Nous sommes attaqués. Alec, parti. Nous devons sécuriser le bureau. » Zane et Ricky échangèrent des regards, mais restèrent silencieux. Plus de coups, plus d'exigences en russe. Puis des coups de feu, juste devant la porte. Les voix russes s'interrompirent au milieu d'une phrase. Dellen entendit des corps heurter le sol. Un coup différent vint, plus léger, presque décontracté. « C'est moi », dit une voix à l'accent mexicain. « Edric. » Ricky regarda Zane. « Qui a quoi ?» Dellen regarda son fils tenir son arme avec une aisance entraînée. Quelle que soit l'innocence qu'il avait autrefois possédée, elle avait été arrachée par 19 ans dans cet enfer. Ricky déverrouilla prudemment la porte. Edric Canvo entra rapidement, du sang éclaboussé sur sa chemise. L'odeur âcre de la poudre à canin s'accrochait à lui. Il ferma la porte derrière lui et jeta les verrous. « C'est fait », annonça Edric, essuyant la sueur de son front. « Moi et Bémé, mes hommes, avons tenu notre part du marché. Cet empire est maintenant le mien et... » Il regarda directement Zane. « Je veux votre loyauté. Vous deux. » J'ai bien réglé son compte à Alex dans son bureau, mis 3 balles dans sa tête. Alex Okolov nous avait promis la gloire, continua Edric. Il a dit que si nous trafiquions de la drogue et blanchissions de l'argent à travers des tournées, il ferait de nous des stars. Mais il n'a jamais tenu cette promesse. Il m'a gardé ici comme son manager pendant qu'il couchait avec des filles et comptait l'argent. Les yeux d'Edric brillaient. Je ne suis pas comme Alex. Comme nous en avons discuté, je continuerai cet empire, mais je ferai aussi de vous un vrai groupe à nouveau. Je vous donnerai la gloire que vous méritez. Ne vous inquiétez pas de la drogue. Contentez-vous de faire passer l'argent sale pour moi. C'est votre part du marché, comme nous en avons discuté. Ricky, savais-tu ça? Tu n'as pas amené mes parents. Ils sont tous les deux morts, dit Edric sèchement. Morts il y a des années. Mais j'ai tenu ma promesse envers Zane. J'ai amené Dellen. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait à ma mère. L'utiliser comme mule, lui faire avaler des paquets. Qu'est-ce qui t'a pris? Ta mère allait rendre visite à ton père, rétorqua Edric. À quoi t'attendais-tu? Si elle lui avait dit quoi que ce soit, il aurait appelé Alex et fait échouer toute l'opération. Notre plan entier se serait effondré. Il jeta un coup d'œil à Dellen, son ton moqueur. Et si je ne lui avais pas fait avaler ses paquets, elle ne se serait pas retrouvée ici dans ton bureau. Elle aurait pu aller directement à l'incinérateur. Son regard s'attarda sur elle avant de se tourner vers Zane. Elle était juste si difficile à convaincre.
Ça me rappelle quelqu'un d'autre que je connais. Il plissa les yeux. Je suppose qu'aucun de vous n'a réalisé que la police avait déjà trouvé le jet ce matin. Ils l'ont fait? Demanda Ricky, choqué. Les nouvelles ne nous sont pas encore parvenues à l'intérieur. Dylan prit la parole, sa voix tremblante. Oui, je l'ai vu moi-même. La marine, la remontée de l'océan. Elle se tourna vers Zane. La compréhension se fit jour. Ton père était au courant de tout cela. Depuis le début. Zane soupira. C'est une longue histoire. Je t'expliquerai tout plus tard. Tu te souviens que papa était notre manager? Ses yeux se posèrent sur la main d'Edric, qui planait près de son arme une fois de plus. Je tiendrai ma promesse. Comme convenu, je respecterai ma part. Edric tendit sa main, et Zane la prit, leur poignée de main ferme et tendue. « Je suis désolé, maman, » dit Zane, sa voix basse. « Mais de cette façon, nous pouvons être ensemble, à nouveau, et en sécurité. » Dylan se couvrit la bouche, alors que le poids de la trahison s'abattait sur elle. Ses genoux cédèrent, et elle se retint contre la table. Toutes ces années, elle avait cru que Malcolm avait été brisé par le chagrin. Mais maintenant, elle réalisait. Son séjour dans l'établissement psychiatrique avait été une évasion calculée. Une fois libéré, il était tranquillement rentré chez lui, évitant la police et leurs questions. L'homme qu'elle avait épousé, le père de son enfant, avait été l'architecte de ce cauchemar. Et maintenant, elle perdait aussi son fils. Les trois hommes commencèrent à discuter de logistique, élimination des corps, équipe de nettoyage, lesquels des hommes d'Alec pouvaient être retournés et lesquels devaient être éliminés. Ils parlèrent d'un espoir de meurtre avec une nonchalance, comme s'ils planifiaient une fusion d'entreprises. Les yeux de Dylan trouvèrent le téléphone sur la table, juste derrière elle. Le numéro de l'agent Dana Truitt était gravé dans sa mémoire. Pendant que les hommes complotaient, elle se déplaça lentement vers le bureau. Ses doigts se refermèrent sur le combiné. Elle le souleva silencieusement et commença à composer. Non. Edric la repéra et dégaina son arme. Zane se jeta sur le téléphone, essayant de l'arracher des mains de Dylan. « Mère, ne fais pas ça. » Mais Dylan tenait désespérément. Elle entendit la ligne se connecter, entendit la voix de l'agent Truitt. « FBI, Truitt à l'appareil. » Le doigt d'Edric se resserra sur la détente. Tout se passa au ralenti. Ricky chargea vers Edric. L'arme tira. Zane se jeta entre sa mère et la balle. L'impact fit tournoyer Zane. Le sang fleurit sur sa poitrine. Il s'effondra dans les bras de Dylan. « À l'aide !» cria Dylan dans le téléphone. « Aidez-nous !» Ricky heurta Edric, en voyant l'arme glisser à travers le sol. D'un mouvement fluide, Ricky la ramassa et tira. Une fois, deux fois, trois fois, 4, 5. Les tirs étaient précis, groupés étroitement dans la poitrine et la tête d'Edric. Edric s'effondra, le sang formant une flaque sous lui. Ricky saisit le téléphone de la main tremblante de Dylan. « C'est Ricky Moreno, » dit-il rapidement. « Je suis l'un des membres disparus du groupe, le guitariste principal de Crimson Fire Line. Je suis ici avec Zane Hayes, notre chanteur principal, et sa mère Dylan. » Il donna leur position rapidement. Zane a été touché. Il saigne abondamment. Alex Okoloff est mort, mais il y a encore des hommes d'Edric ici. Envoyez une équipe tactique, maintenant. Des unités sont en route, dit l'agent Truitt. Trouvez un endroit sûr et barricadez-vous. Ricky raccrocha et commença immédiatement à renforcer la porte, traînant un lourd classeur devant. Dylan berçait Zane sur le sol, pressant ses mains contre la blessure. Le sang suintait entre ses doigts, chaud et terrifiant. « Reste avec moi, supplia-t-elle. S'il te plaît, mon bébé.
Reste avec moi. Les yeux de Zane papillonnaient. Sa respiration était faible, laborieuse. Le sang imbibait sa chemise, formant une flaque sur le sol. Dehors, ils entendirent des sirènes approcher. Pas seulement quelques-unes, mais ce qui semblait être toute une flotte. L'entrepôt éclata en coups de feu, alors que les équipes tactiques affrontaient les criminels restants. Dalen maintint la pression sur la blessure, ses mains glissantes du sang de son fils. Elle pria plus fort qu'elle n'avait jamais prié, suppliant Dieu d'épargner son enfant. Les coups de feu à l'extérieur s'intensifièrent, puis s'éteignirent progressivement. Des minutes qui semblaient des heures passèrent. Finalement, une voix appela à travers la porte. « Équipe tactique du FBI, le bâtiment est sécurisé. » Ricky déplaça le classeur et déverrouilla la porte. Des officiers tactiques en équipement complet entrèrent en masse. « Nous avons besoin de médecins !» cria l'un, voyant le sang. « Avez-vous vérifié la salle rouge souterraine ?» demanda Ricky avec urgence. « L'incinérateur ?»« Tout est de clair », confirma un officier. « L'ensemble de l'installation est sécurisé. » Des ambulanciers se précipitèrent avec des civières. Ils écartèrent Tavlen doucement mais rapidement et commencèrent à s'occuper de Zane. Une autre équipe vérifia Edric, mais il était clair qu'il était au-delà de toute aide. Aide. « Il est décédé », annonça un ambulancier. Multiples blessures tapent par balle à la tête et au torse. Perte de sang massive. Un officier s'approcha de Ricky. « Qui lui a tiré dessus ?»« Moi », dit Ricky fermement. « Il allait tous nous tuer. » Ils soulevèrent Zane sur la civière. Dalen suivit, ses mains tachées de sang tremblantes. En traversant l'entrepôt, elle vit les conséquences de la bataille. Des corps couverts de draps, des marqueurs de preuves, des agents du FBI documentant tout. Après 19 ans de questionnement, elle avait retrouvé son fils. Mais à quel prix? Ils furent donc conduits hors de l'entrepôt, dans l'air frais de la nuit. Des véhicules d'urgence remplissaient le parking. Ambulances, voitures de police, fourgons du FBI. Des lumières rouges et bleues peignaient tout en couleurs changeantes. Les ambulanciers chargèrent la civière de Zane dans une ambulance, tandis qu'une autre équipe plaçait le sac mortuaire d'Edric dans un véhicule séparé. Dalen vit l'agent Dana Truitt sortir d'un SUV noir, venant juste d'arriver. Le bureau local du FBI était clairement plus éloigné que la base de l'équipe tactique locale. Madame Hayes, un ambulancier, appela avec urgence. « Nous devons partir maintenant. Chaque minute compte. » Dana courut. « Allez-y, » dit-elle fermement. « Je vous retrouverai à l'hôpital. Nous prendrons la déposition de Ricky ici. » Dalen se tourna vers l'endroit où Ricky se tenait avec des officiers. Ses mains n'étaient là pas menottées, mais sa posture était défaite. « Je te verrai plus tard, Ricky. Nous parlerons. Je ferai ce qui est juste. »« Je le jure, » répondit Ricky, sa voix épaisse. « Merci, » chuchota Dalen. Elle monta dans l'ambulance, les portes claquèrent et ils filèrent à travers les rues, sirènes hurlantes. Un ambulancier s'affairait sur Zane, vérifiant les signes vitaux, ajustant les perfusions. Dalen agrippa le banc, regardant le visage pâle de son fils. À l'hôpital, tout se déroula dans un chaos contrôlé. Zane fut emmené aux urgences, tandis que le corps d'Edric allait à la morgue. Dalen se retrouva dans une salle d'attente, les lumières bleues fluorescentes dures au-dessus de sa tête, son cœur battant dangereusement vite. Le docteur Peterson l'avait mis en garde à plusieurs reprises contre le stress avec son état. Elle se força à respirer lentement, régulièrement. Elle devait rester forte pour Zane. Une crampe soudaine dans son abdomen la fit tressaillir. Le médicament de l'entrepôt faisait effet. Elle alerta une infirmière. « J'ai avalé des paquets de drogue », dit-elle avec urgence.
Je dois les évacuer. Les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent. Venez avec moi, immédiatement. Elle conduisit Dylan dans une salle spécialisée. L'infirmière mit des gants et rassembla des fournitures, un bassin, des sacs à preuves et des outils médicaux. Nous devons les récupérer en toute sécurité, expliqua-t-elle. Les paquets pourraient se rompre s'ils ne sont pas manipulés correctement. Dylan fut positionnée au-dessus du bassin. L'infirmière la surveilla attentivement, tandis que son corps expulsait les paquets un par un. Chacun fut soigneusement récupéré avec des pinces, inspecté pour des dommages et placé dans des sacs à preuves. Le processus était humiliant, mais nécessaire. 4 paquets récupérés, documenta l'infirmière. Tout intact. Après cela, Dylan fut admise en observation. Elle expliqua son insuffisance cardiaque congestive de stade précoce à l'équipe médicale. Ils firent des électrocardiogrammes, prélevèrent ben du sang, la surveillèrent attentivement. Le stress avait effectivement sollicité son cœur, mais elle était stable. Des heures plus tard, alors que Dylan était allongée dans son lit d'hôpital, l'agent Dana Truitt arriva avec son partenaire. « Les médecins nous ont informés, » dit doucement Dana. « Edric Convo est mort d'une perte de sang massive. Multiples blessures par Bada. » Zane? L'expression de Dana était grave. Il est vivant, mais dans le coma. Son cœur s'est arrêté 2 fois pendant la chirurgie, mais ils l'ont ramené. Il est dans un état critique, mais stable. Il a perdu énormément de sang. Dylan ferma les yeux. Dieu merci, il est vivant. Ricky nous a tout raconté, continua Dana. Il a été complètement coopératif. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé en 1981? Dylan acquiesça. Mon fils n'a jamais eu la chance de m'expliquer. Dana sortit ses notes. Selon Ricky, votre mari Malcolm était leur manager. Il a invité le groupe à ce qu'il appelait un voyage de célébration dans un jet privé. Il leur a promis un contrat avec un distributeur international. Elle fit une pause. Mais, à bord, ils ont rencontré Alex Sokolov. Malcolm a révélé le véritable programme. Le groupe blanchirait l'argent de la drogue à travers des tournées, canalisant l'argent des cartels à travers les ventes de billets et de marchandises. Dylan se sentit malade. Malcolm a planifié cela. Quand Zane et Tran ont refusé, Malcolm et 2 hommes de main du cartel ont sorti des armes. Une bagarre a éclaté. Tran a été abattu en essayant de riposter. Derek a été exécuté pour avoir tenté de contacter le contrôle aérien par radio. Mais Zane a été épargné parce qu'il était le fils de Malcolm. Ricky a accepté de coopérer s'il protégeait sa famille. Il a mentionné qu'il était toujours le mignon, favori du public. Alec y a vu une valeur pour l'opération de blanchiment. Dana continua. Votre mari a convaincu Zane de travailler pour Alec, menaçant qu'il vous tuerait s'il refusait. Après les meurtres, Alec avait besoin de se débarrasser des preuves. Le pilote, un des hommes d'Alec, a mis le pilote automatique vers la dorsale de Juan de Fuca. Ils ont sauté en parachute, là où l'équipe d'Alec attendait avec un transport. Pourquoi n'a-t-il pas été retrouvé pendant 19 ans? L'avion volait bas, évitant la plupart des radars. La couverture au-dessus du Pacifique, en 1981, avait des lacunes. La balise d'urgence avait été retirée, et le site du crash était trop profond pour la technologie de récupération de cette époque. Dylan pleurait ouvertement. Mon fils a travaillé pour des monstres pendant 19 ans. Je les ai entendus parler de lui prenant des vies, utilisant des femmes et des enfants comme mules. À l'académie, sont morts. Mais Zane et Ricky n'étaient-nous que des garçons pris dans le mal de mon mari. Qu'est-ce qui leur arrive maintenant? Dana soupira. Malcolm est en cours de traitement.
Les années qu'il a passées à éviter les interrogatoires sous couvert d'instabilité mentale ne le protégeront plus. Nous poursuivrons les accusations. Quant à Zane et Ricky, c'est complexe. Les procureurs pourraient-ils les présenter comme des criminels consentants, mais nous soulignons qu'ils étaient des victimes contraintes. La Cour considérera qu'ils étaient des adolescents menacés de la mort de leur famille. La coopération de Ricky aide énormément. Avec une bonne représentation, il pourrait recevoir des peines réduites ou même une immunité pour témoigner contre l'organisation. Les parents de Ricky sont morts il y a des années, dit doucement Dellen. Il ne le savait peut-être pas, isolé comme il l'était. Il est au poste maintenant, donnant une déclaration complète. Je veux lui parler quand j'irai mieux. Cela peut être arrangé. Dana se leva. Nous vous tiendrons informés des développements. Après le départ des agents, Dellen appela l'infirmière. J'ai besoin de voir mon fils. Ils apportèrent un fauteuil roulant, l'aidant à passer du lit au siège. L'infirmière la poussa à travers des corridors silencieux jusqu'aux soins intensifs. À travers les portes vitrées, elle le vit. Zane gisait immobile, connecté à plusieurs machines. Un ventilateur respirait pour lui. Des moniteurs suivaient ses signes vitaux. Des bandages couvraient sa poitrine. Il semblait si jeune, si vulnérable. L'infirmière la fit entrer et lui donna de l'intimité. Dellen tendit des doigts tremblants, touchant la main de Zane. Elle était chaude, mais sans réaction. « Mon bébé », chuchota-t-elle. « Mon doux garçon. » Les larmes coulaient librement, tandis qu'elle tenait sa main. 19 ans de séparation, de ne pas savoir, de chagrin, tout menant à ce moment. Son fils était vivant, mais brisé, façonné par des circonstances qu'aucun enfant ne devrait endurer. « Je suis tellement désolée, » pleura-t-elle. « Désolée de ne pas avoir pu te protéger. Désolée que ton père ait fait ça. Mais tu m'as sauvé, Zane. Tu as pris cette balle pour moi. » Elle pria alors, épanchant son cœur. « Dieu, s'il te plaît, guéris mon fils. Je sais qu'il a fait des choses terribles, mais tu connais son cœur. Tu sais qu'il n'était qu'un garçon essayant de survivre. S'il te plaît, sois miséricordieux. Laisse-le se réveiller et donne-lui une chance de rédemption. » Dellen serra doucement la main de Zane. « Je me battrai pour toi, » promit-elle. « Ton père devrait payer pour ses crimes, pas toi. Tu étais une victime, mon chéri. Mon brave garçon, perdu qui a fait ce qu'il devait faire. » Les machines bipaient régulièrement, marquant le temps. Zane restait immobile, enfermé dans son coma. Mais Dellen restait là, tenant sa main, enfin réunie avec son fils. Après 19 ans de questions, elle avait des réponses. Après 19 ans d'absence, elle avait une présence. Ce n'était pas la réunion dont elle avait rêvé, mais c'était réel. Elle resterait assise ici aussi longtemps qu'on le lui permettrait, veillant sur l'enfant qu'elle avait perdu et retrouvé, priant pour un miracle de plus, qu'il ouvre les yeux et l'appelle mère une fois encore.